Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon consacrée au théâtre. Dans cette vidéo, vous trouverez l'intégralité des notions abordées dans le nouveau programme de lycée. Vous remarquerez que la progression est la même en première et en seconde et qu'elle couvre les périodes allant du XVIIe au XXIe siècle. J'ai choisi d'y ajouter un préambule qui vous fera découvrir la période située avant le XVIIe siècle, car cela me semble indispensable pour bien comprendre ce qui s'est passé ensuite. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Tout commence dans la Grèce qu'on appelle archaïque au 8e siècle avant Jésus-Christ lors d'un rituel dédié à Dionysos. Les fidèles dansent et chantent en cercle autour de la Timélée qui est la statue du dieu. Puis, le groupe se scinde. Le cercle extérieur s'écarte pour observer le cercle intérieur qui seul poursuit le rituel. Et bientôt un personnage s'en distingue, chantant seul depuis le centre, puis sur une estrade, puis hors du cercle. 2 siècles plus tard, le rituel dionysiaque a donné naissance au théâtre. C'est un terme qui désigne le lieu d'où l'on regarde et le spectacle qui y est donné. Mais pour mieux comprendre ce qu'est ce spectacle d'un genre nouveau qu'on appelle le théâtre, transportons-nous au cœur de l'un des 3 festivals annuels qui étaient alors organisés en Grèce. Nous sommes au cœur du théâtre construit sur les flancs d'une colline naturelle. Dans les gradins sont installés les spectateurs et dans l'orchestre, autour de la Timélée, chante le chœur, guidé par le coryphée qui annonce et commente les actions jouées sur le proskenion. Sur cette estrade, on voit 3 acteurs incarnant les personnages de l'histoire qui y est racontée. Ce sont tous des hommes, car à l'origine, le théâtre étant religieux, les femmes en sont interdites d'accès. Ces acteurs portent des masques qui leur permettent d'être identifiés de loin par les spectateurs. D'autre part, ils sont revêtus de costumes rembourrés et chaussés de cothurnes qui hypertrophient leurs caractéristiques physiques. L'action tragique est divisée en 5 étapes, entrecoupées par les chants du chœur. Son issue peut être précipitée par l'intervention d'un Deus ex machina, qui est en fait le premier effet spécial de l'histoire et dont le nom restera pour désigner une fin un peu précipitée amenée par l'intervention d'un personnage extérieur. Cette forme originelle fixe les éléments structurants du théâtre pour longtemps. Aristote théorisera dès le IVe siècle avant Jésus-Christ les canons de la création dramatique à la lueur des textes les plus illustres de son temps, insistant sur la nécessité d'une identification du spectateur à l'acteur. Identification qu'il lie à 4 éléments: la vraisemblance, l'idéalisation des personnages, le recours à l'émotion et la séparation des genres. Cette activité culturelle est reprise par les Romains, friands de spectacles comme l'hippodrome, la bataille navale et autres formes de jeux du cirque, et qui apprécient le fait que le théâtre raconte une histoire. Ils y consacreront jusqu'à 60 jours par an à certaines périodes. D'abord, ils vont reprendre les pièces du répertoire grec, surtout les tragédies qui sont jouées par des histrions, comédiens auxquels on interdit le port du masque et qui inventent donc le maquillage de l'acteur. Bientôt, des dramaturges romains écriront des tragédies en latin qui prendront toute leur place dans le répertoire. En attendant, certains nationalistes critiquent ce divertissement étranger qui est jugé barbare. On parle d'ailleurs de furieux au sujet des rôles tragiques. Ils lui préfèrent les atélanes, qui sont des créations locales, inspirées de la vie quotidienne et qui font rire. Elles poseront les bases des genres comiques qui se diffuseront plus tard en France. Plaute et Terence s'illustreront comme les auteurs de référence du genre comique en latin. Du théâtre romain, il faut de surcroît retenir 2 choses. Le triomphe de l'acteur, qui prend une place prépondérante et éclipse chœur et coryphée qui vont peu à peu disparaître, et briser le mythe du superbe théâtre de pierre attaché à nos représentations de cette époque. En réalité, le plus ancien amphithéâtre romain date de 55 avant Jésus-Christ et a fait dire aux mauvaises langues que ceci avait surtout servi de carrière de pierre. En effet, l'essentiel du théâtre romain s'est joué dans des théâtres de bois où les spectateurs étaient debout, tant on craignait qu'ils ne s'amollissent à ces drôles de spectacles. Puis, l'Empire de Rome s'effondre, emportant le théâtre avec lui. Durant 6 siècles, on oublie tout ou presque du genre dramatique.
et il faut attendre le XIe siècle pour le voir renaître de ses cendres. L'Église, qui l'avait combattu de toutes ses forces, va s'en servir pour attirer les fidèles. En effet, malgré les impressionnantes constructions développées alors pour asseoir son pouvoir, elle peine à intéresser une population qui ne comprend rien aux prêches en latin. Aussi, va-t-on avoir l'idée de faire jouer dans la nef, par des prêtres, des passages des Écritures, parfois en y ajoutant des tropes, c'est-à-dire des passages dialogués en latin. Le succès est immédiat pour cette forme de théâtre qu'on appelle le drame liturgique, et il sera enrichi. On développe la partie dialoguée, qui ne sera plus en latin mais en langue commune. Comme le texte est plus long, on le versifie pour en faciliter la mémorisation. Et comme le public est nombreux, on joue dans le narthex, puis sur le parvis. C'est finalement un retour aux fondamentaux grecs. À partir de là, le théâtre se développe à nouveau. En plein air, à deux moments clés de l'année, que sont les fêtes de l'Avent et le Carême. Les spectacles se diversifient et s'organisent autour de deux pôles. Le théâtre religieux, avec le drame liturgique, le jeu et le miracle. Le théâtre profane, avec les mystères, les moralités, les farces et les sottilles, installant une segmentation et une hiérarchisation qui vont perdurer entre genre noble d'un côté et genre dit mineur de l'autre. Attachons-nous maintenant au théâtre baroque qui désigne le théâtre de la Renaissance. La caractéristique principale est la professionnalisation des troupes, jusque-là constituées de prêtres ou de laïcs regroupés en associations bénévoles. Les changements qui s'opèrent sont donc liés à la nécessité de faire de l'entreprise théâtrale une entreprise économiquement viable. Observons d'abord comment les pays voisins de la France négocient ce virage. L'Angleterre développe un théâtre profane dans des théâtres ronds dont Shakespeare sera l'auteur le plus illustre. L'Espagne, quant à elle, développe un théâtre religieux autant que profane dans le choral où s'exprimeront trois grands auteurs, Tirso de Molina, Calderón et Lope de Vega. Mais c'est l'Italie qui sera pionnière en matière de système professionnel abouti, s'appuyant pour se développer sur à la fois son répertoire antique, la reprise des personnages de l'Atellane romaine et l'emploi de comédiennes, ce qui sera une innovation majeure que tous vont très vite imiter. Revenons maintenant à la France. Quel est le contexte de la représentation à cette époque ? On retrouve toujours des spectacles sur tréteaux en place publique comme au Moyen-Âge, et dans ces spectacles, on paye au chapeau. Mais on trouve également des spectacles qui ont lieu dans des salles de jeux de paume réaffectées et dans lesquelles on peut installer un droit d'entrée. On bâtit de plus en plus de salles dédiées. Que ces salles soient privées ou qu'elles soient publiques, elles sont construites autour de scènes qui sont aménagées sur le modèle italien, c'est-à-dire fondées sur un principe de symétrie et privilégiant le décor en trompe-l'œil. Pour ce qui est de la représentation, nous pouvons nous faire une idée en observant ce tableau. On remarquera l'espace réduit occupé par les comédiens, parce que la scène est réduite, mais également parce que l'éclairage ne permet pas une exploitation plus large de l'espace. Les costumes sont dépareillés, parce que chaque comédien est à l'époque propriétaire de ses costumes. Ses goûts et sa richesse président au choix. Enfin, la salle est tapageuse, car on est là autant pour voir le spectacle que pour rencontrer et échanger avec d'autres, y compris avec les acteurs. On comprend bien que ces conditions imposent aux comédiens un jeu très exagéré, que ce soit dans la diction, les expressions ou la gestuelle. Pour ce qui est du contenu des représentations, trois genres nouveaux remportent un grand succès: la tragicomédie, la comédie héroïque et la pastorale, dont naîtront nombre de genres qui, comme elles, mêleront danse, chant, musique et texte. Le classicisme marque un coup d'arrêt à la frénésie créative baroque. Il est marqué par le retour à Aristote, qui impose la séparation des genres et la règle des trois unités, ainsi que par le triomphe de la morale, teintée de dévotion, qui impose une stricte bienséance et une mission éducative. Tragédie et comédie se voient enfermées dans des cadres rigoureux qui en codifient la création. Deux dramaturges sauront incarner pour la postérité cet idéal classique, il s'agit de Jean Racine et de Molière. Mais c'est un idéal, c'est-à-dire un modèle que certains vont défendre, comme Nicolas Boileau, alors que d'autres vont le contester, comme Charles Perrault.
La querelle, qu'on appellera querelle des anciens et des modernes, enflammera la fin du siècle et ne sera pas éteinte lorsque s'ouvrira le siècle des Lumières. Pourtant, c'est une autre question qui intéresse alors les théoriciens du théâtre. Comment doit jouer l'acteur ? Faut-il, comme Beaumarchais le réclame, faire preuve de naturel et rompre enfin avec l'exagération qui nuit à toute vraisemblance ? Faut-il, comme Diderot le demande, conserver une forme de jeu stylisée, car l'art n'est pas le réel, il en est une stylisation ? Ou faut-il, comme le revendique Mercier, laisser l'acteur exprimer son génie ? Ces querelles esthétiques sont l'indice d'une professionnalisation du théâtre qui dépasse les comédiens et saisit désormais toute la chaîne des fabricants de spectacles. C'est l'époque où se diffusent en France les théâtres dits à l'italienne et qui sont caractérisés par leur luxe ornemental et par leurs salles en forme de fer à cheval. Ce nouveau dispositif permet enfin de concilier les deux fonctions qu'a le théâtre pour le spectateur depuis le XVIIe siècle. Il s'agit bien sûr de voir le spectacle, mais il s'agit aussi d'être vu par ses pairs. Et quel spectacle va-t-on y voir ? À côté des genres préexistants, deux types de spectacles retiennent alors l'attention du public. Il s'agit de l'opéra et du drame bourgeois. Ils sont aux antipodes l'un de l'autre et résument l'une des tensions majeures du théâtre qui propose soit de sublimer le réel, soit au contraire de l'imiter. Le XIXe s'ouvre sur une innovation qui va tenter de proposer une troisième voie à ce dilemme. C'est le théâtre romantique initié par Victor Hugo. La fureur qu'il déclenchera chez ses opposants sera la preuve que la querelle des anciens et des modernes était en effet bien loin d'être résolue. Au-delà du drame bourgeois, la production abondante et populaire du XIXe siècle peut être regroupée sous deux axes. D'un côté, les genres graves, et de l'autre, les genres plus légers. Du point de vue du contexte de la représentation, l'élément majeur à retenir pendant cette période est l'institutionnalisation du rôle de metteur en scène qui va s'imposer entre le dramaturge d'un côté et le public de l'autre pour concevoir et organiser la direction d'acteurs et la scénographie. Nous arrivons maintenant au XXe et au XXIe siècle. La segmentation ancienne perdure entre théâtre savant et théâtre populaire, pérennisant la hiérarchisation des genres qui s'était installée dès l'origine. Si l'on parle de théâtre savant, il faut bien sûr s'arrêter sur le théâtre de l'absurde, né à la faveur des événements dramatiques du XXe siècle, et qui prend des formes inédites pour exprimer une crise existentielle profonde. Il provoquera dans le public des réactions contrastées, oscillant entre fascination et répulsion. Toutefois, le théâtre savant contemporain s'illustre autant par des explorations aux limites du genre, façon théâtre de l'absurde, que par des réappropriations de formes du passé, dont l'écriture et la mise en scène sont questionnées, retravaillées et finalement revivifiées. De son côté, le théâtre populaire va continuer à exister, apportant ainsi la preuve que non, le théâtre ne s'est pas définitivement embourgeoisé, qu'il reste un art populaire, un art de partage pour le plaisir duquel nul diplôme n'est requis. Ainsi, trouve-t-on un public nombreux pour plébisciter des pièces héritées de formes légères du XIXe et qu'on retrouve sous le terme de pièces de boulevard ? D'un autre côté, la veine comique de l'acteur solo constitue désormais un genre à part entière. Et plus récent, le nouveau cirque draine un public renouvelé qui en apprécie l'approche transversale, très esthétique et moins bavarde. Il est maintenant temps de conclure et de nous concentrer sur les notions essentielles. Elles ont à voir avec la notion de spectacle vivant, et elles ont aussi à voir avec la notion de regard. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous dis merci et à bientôt.